On ne va pas encore à la maison puisque nous avons ce que je trouve, c'est un des panels les plus intéressants de cette journée. Et donc c'était un plaisir, c'est un honneur pour moi qu'on m'a demandé de le faciliter. Un thème qui est certainement d'actualité et très important, c'est les élections européennes qui se passent le mois de juin de cette année. 400 millions d'Européens iront voter, ils iront choisir leurs représentants dans le Parlement européen et par la suite nous allons assister à tout un changement plus ou moins accentué sur les autres institutions, notamment le Conseil, la Commission. Et donc ce scrutin va très certainement avoir un impact très important sur les politiques de l'Union européenne dans les 5 années à venir. Donc quel sera l'impact de ce scrutin et de ce choix sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique? C'est le thème de notre conversation maintenant. Et donc pour nous guider dans ces questions, dans ce débat, je suis très heureux d'accueillir un panel distingué. Donc nous avons avec nous Madame Chancelvi Okito-Kanjo, qui est membre du Christendemocratisch in Vlaams et aussi candidate aux élections européennes. Nous avons aussi Madame Dorcas Kayembe Stamili, candidate aux élections européennes aussi par le PS et collaboratrice au sein du cabinet du vice-président et ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous aurons Madame Latifa Aït-Baala, espérons. Elle m'a dit qu'elle devrait s'absenter pendant une trentaine de minutes, 45 minutes, mais espérons qu'elle puisse encore nous joindre pour au moins une partie de ce débat. Donc sur ce, commençons avec quelques questions et bientôt j'aimerais bien aussi, bien sûr, avoir les questions des participants de l'audience. Donc commençons peut-être ici à ma gauche par Madame Chancelvi. J'allais vous demander peut-être de commencer par nous dire un peu quel est à votre avis, comment vous sentez l'état actuel des relations entre l'Europe et l'Afrique. Bonjour à tous. Actuellement, il y a les relations entre l'Union européenne et l'Afrique qui est quand même une relation assez stable et qui est très importante, que ce soit pour l'Afrique comme pour l'Union européenne. Il est très important également de maintenir cette relation parce que nous avons des défis en commun et nous devons ensemble, je pense l'Union européenne, ensemble avec l'Afrique, trouver des solutions durables. Et pour cela, il est très important que l'Union européenne puisse avoir une relation ou un partenariat avec l'Afrique. Et ça a été dit déjà tout au long de cette journée, un partenariat où l'Afrique est vraiment considérée comme un égal pour répondre justement à ces défis ensemble et trouver des solutions durables qui vont bénéficier à l'Afrique et à l'Europe. Merci. Madame Dorcas, à vous. Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez dit, du 6 au 9 juin, les citoyens européens seront amenés à choisir leurs représentants. C'est un exercice démocratique très important et qu'on doit soutenir. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ces dernières années, l'Afrique n'est plus vraiment une priorité pour l'Union européenne. Et cela est dû à beaucoup de choses, notamment au conflit actuel avec l'Ukraine. Cependant, la progression des partis eurosceptiques et populistes va probablement redéfinir les priorités de l'Union européenne et également envers l'Afrique. On aura beaucoup d'impact dans beaucoup de domaines, notamment la migration. En dehors de la migration, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'elle a toujours existé et elle ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Il est donc important de mener des politiques qui respectent la dignité humaine et les droits humains. Donc moi, ce que je souhaiterais souligner ici, c'est qu'il faut redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Union européenne, afin qu'elles soient beaucoup plus égales et qu'on puisse sortir de ce qui est jusqu'à aujourd'hui un universalisme un petit peu arrogant, voire paternaliste. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces remarques initiales qui nous donnent des pistes de discussion. Et donc, vous êtes toutes les deux, vous êtes candidates au Parlement européen. En tant que candidate, je voulais vous donner peut-être 1-2 minutes à chacune et partager avec nous quelle est votre vision, quelles sont à votre avis les priorités que, en tant que futur parlementaire, espérons, vous pensez que le Parlement et l'Union européenne, plus en général, doit jouer pour concrétiser votre vision des relations entre Europe et Afrique? Quelles sont les priorités? Premièrement, je pense que c'est très important, comme je viens de le dire, de garder d'avoir un partenariat avec l'Afrique. Et en tant que candidate de la diaspora, je pense que nous avons une autre vue sur les relations entre l'Europe, l'Union européenne et l'Afrique. Ayant grandi ici en Europe et ayant aussi notre culture, notre vécu en Afrique. Et je pense que cela puisse apporter un plus et plus permettre que nous puissions influencer au sein de ces institutions, au sein de, dans ce cas-ci, le Parlement européen, pour avoir justement ce partenariat égal et faire en sorte que l'Afrique ne soit pas oubliée ou l'Afrique ne soit pas juste utilisée pour les biens de l'Europe, mais qu'il y a vraiment cet échange entre les deux continents parce que nous avons besoin les uns des autres et l'Afrique reste le voisin le plus proche de l'Europe. Dorcas. Merci. Alors, si je dois citer 3 priorités concernant l'Union européenne et l'Afrique, la première pour moi serait donc de favoriser un dialogue politique inclusif et égalitaire entre l'Union européenne et ses partenaires africains, en tenant compte aussi de l'implication des citoyens. Deuxièmement, ce serait de favoriser les échanges culturels, académiques, artistiques, et pourquoi pas demain un programme Erasmus Europe-Afrique. Ensuite, je parlerai de soutenir au niveau européen des initiatives locales de développement économique en Afrique et l'autonomisation des populations. Et cela passerait notamment par la transmission du savoir et des compétences afin de permettre aux gens aussi en Afrique de pouvoir bénéficier de leurs ressources. Et puis, en tant que femme, de par mes origines déjà, parce que je suis d'origine congolaise, et puis en tant que femme, je soutiendrai toutes les initiatives qui seront prises pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que comme vous le savez, actuellement à l'est du Congo, il se passe un génocide en toute impunité, avec un silence assez assourdissant. Et il faut pour moi dénoncer ce genre de choses. Mais en dehors du fait de dénoncer, c'est de mettre aussi en place des politiques qui permettent de lutter contre ça. Et après les violences que les femmes vivent, il faut penser à leur réinsertion sociale. Il faut penser à pouvoir mettre des mécanismes de rééducation pour qu'elles puissent réapprendre à s'intégrer dans la société. Car après avoir vécu tout ça, il faut pouvoir passer au-dessus et c'est assez difficile, je pense. Et enfin, je terminerai par dire l'importance de redéfinir les relations entre l'Union européenne et l'Afrique comme des partenaires d'égal à égal et non plus, comme je disais tout à l'heure, avec une mentalité paternaliste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être central pour la suite. Et ça passe aussi par les politiques de développement qui ont été mises en place jusqu'ici, qui n'ont pas porté leurs fruits, et on le voit tous. Et je pense qu'il faut changer le narratif. Et il y a un travail important, en tout cas pour les prochains députés qui seront au sein du Parlement européen. Merci. Merci. Donc, parlons un peu du futur Parlement européen. Nous ne savons pas encore à quoi ça va, comment il sera exact. Nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons des sondages. C'est le plus proche qu'il y a des boules de cristal en politique. Et nous savons bien que les sondages montrent qu'en principe, normalement, les partis plus liés à l'extrême droite populiste, eurosceptique, auront une plus grande représentation qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Donc, ce serait une croissance assez importante de ces partis. Quel est, à votre avis, l'impact de ces prévisions, si elles se concrétisent,
sur les dites relations entre l'Union européenne et l'Afrique, et notamment aussi pour le lier avec vos priorités que vous avez identifiées. Comment vous pensez qu'un Parlement européen avec une telle composition sera-t-il plus ou moins favorable aux priorités que vous défendez? Malheureusement, je ne pense pas que ça sera favorable pour les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'avec ces partis populistes, il y a un double menace. Premièrement, ils veulent se recentrer sur l'Union européenne et ne plus s'engager dans des liens avec le reste du monde, carrément. Et deuxièmement, ils vont instrumentaliser en fait la relation entre l'Union européenne et l'Afrique en fonction de la migration, or que cette relation est au-delà de la question de la migration. Donc si ces partis prennent plus d'ampleur dans le Parlement européen, bien évidemment, ça va impacter les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, et ils vont essayer en tout cas de vraiment réduire les liens, de réduire en fait l'impact que l'Union européenne peut avoir en Afrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui, bon, je ne dirais pas qui fait peur, mais qui ne serait pas favorable du tout. Madame Dorcas? Déjà, concernant les politiques de développement, si on a encore une montée des partis eurosceptiques et populistes, il est fort probable que celle-ci puisse diminuer. Et puis, il faut savoir que ces partis-là vont préférer des politiques et des partenariats bilatéraux plutôt que des partenariats pris directement par l'Union européenne envers l'Afrique. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, la question migratoire aura aussi un impact important. D'ailleurs, la question migratoire est un enjeu très important des élections européennes, et avec la montée des partis populistes et eurosceptiques au sein de l'arène politique, celle-ci risque d'être encore plus durcie envers ces personnes qui sont déjà dans des situations assez compliquées. Voilà pourquoi nous, au sein notamment de mon parti, on défend une politique humaine, respectueuse de la dignité humaine, afin que toutes ces personnes puissent être correctement reçues, mais surtout qu'on puisse s'attaquer aux causes de la migration. Parce que ce qui se passe là, c'est que voilà, les gens arrivent ici dans des conditions assez compliquées, et si on transférer beaucoup plus de compétences, si on transférait beaucoup plus les compétences et le savoir, cela permettrait aux gens de pouvoir aussi s'en sortir dans leur pays d'origine. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure concernant l'importance du partenariat avec les pays africains dans le dialogue. Merci. C'est peut-être, je me demande s'il y a des opportunités aussi. Bruxelles est une capitale de négociation. Un parlement, normalement, fonctionne par la négociation. Pensez-vous qu'il y a des opportunités de négocier, d'échanger avec les nouvelles occupants du Parlement, même sachant qu'ils partagent des visions politiques très différentes? Je pense que tout est possible. Il faudra le faire, c'est ça. Et il faudra avoir la volonté de le faire. Et pour cela, je pense qu'il est important qu'il y ait justement des personnes comme madame à côté de moi et moi-même de la diaspora qui portons un peu ce fardeau par rapport à l'Afrique, pour influencer et dire qu'on doit faire quelque chose, on doit négocier, on doit pousser à ce que les relations entre l'Union européenne et l'Afrique ne puissent pas être réduites et ne puissent pas être ou ne plus exister comme certains partis le veulent. Et alors je pense que réellement c'est nécessaire que nous puissions apporter un plus pour réellement négocier cela, mais c'est possible. Madame Dorcas, à votre avis? Oui, je pense qu'il faudra toujours négocier, il faudra toujours coopérer, et tant que l'Afrique sera là et tant que l'Europe sera là, la négociation devra exister. Maintenant, il faut le faire dans un cadre propice à la discussion et avec des partis eurosceptiques et populistes, comme on le voit aujourd'hui en Europe dans pas mal de pays. Cela sera compliqué. Mais en tout cas, nous, les socialistes, on compte vraiment mener le combat
afin que ça puisse continuer et que l'Afrique surtout reste une priorité au niveau européen. Merci. Et donc, nous avons 2 mois, ou presque 2 mois, ou un peu plus de 2 mois avant les élections. Vous avez parlé de migration. Quelles sont les matières dans lesquelles vous pensez que va se jouer la campagne d'ici le jour des élections? Qu'est-ce que peut mobiliser les citoyens à voter dans une direction ou dans une autre? Peut-être on commence pour changer un peu avec vous, Madame Dorcas. Je pense que les enjeux principaux de cette campagne seront, comme je disais tout à l'heure, la migration et puis aussi le pacte vert. Et alors, concernant la migration, je pense qu'il faut sortir de cette image insurmontable qu'on donne de la migration et de la voir comme quelque chose de très négatif. On peut, je pense, enrichir de cette migration, car il y a du potentiel, comme on le disait encore tout à l'heure, dans les personnes aussi qui arrivent ici en Belgique et en Europe. Et puis, concernant le pacte vert et l'Afrique, il faut savoir que l'Afrique est l'un des continents qui subit le plus le dérèglement climatique. Et oui, c'est vrai que la question de la transition écologique est essentielle et importante. Et si demain je suis élue députée européenne, ce sera une de mes priorités. Mais il faut le faire de manière solidaire, en ayant en tête, le respect de la justice sociale. Et ne pas laisser au bord de la route l'Afrique devoir supporter toute seule cette transition écologique. Et donc voilà, moi personnellement, je pense que c'est vraiment, ce sera les 2 enjeux en tout cas les plus importants de cette campagne électorale. Merci, Madame Chancelier. Je pense pour moi, ce serait le développement économique et social qui est très important. Ensuite aussi la lutte contre le changement climatique et la gestion de la migration, bien évidemment. Je pense que partout en Europe, c'est vraiment le sujet de ces élections. Donc, nous avons ensemble avec la secrétaire d'État de l'asile et l'immigration ici en Belgique, de mon parti, lutté pour justement ce pacte migratoire. Pour essayer de régulariser cela au niveau de l'Europe, pour ensemble travailler, pour avoir un système de migration assez humain et que la charge soit partagée au niveau de l'Union européenne. Mais je pense que c'est ça les 3 enjeux principaux de ces élections. Merci. Donc, on a encore d'autres questions à discuter, mais je voulais faire une petite pause et tourner vers vous. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour poser à nos intervenants? J'ai un monsieur ici et quelqu'un d'autre, un autre monsieur derrière. Peut-être on peut commencer par la première file et on peut va la dernière. Bon, je me prends pour les petits ignorants de Monsieur Tout-le-Monde qui ne comprend rien. Je joue au naïf et je vous demande, puisque vous parlez de transition écologique et aussi de notre argument dont vous avez parlé, ça m'échappe pour l'instant, qu'est-ce que vous entendez en populisme et transition écologique? Est-ce que vous êtes météorologue? Est-ce que vous êtes pédologue? Est-ce que vous êtes statisticienne? Est-ce que vous êtes, etc., 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 pour parler d'écologie? Moi, j'ai écrit un article publié dans le magazine scientifique, j'ai dit bien scientifique, sérieux, où je démontre de manière univoque et irrévocable que le CO2 n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Il y a le réchauffement climatique, mais ça c'est dû à la nature. En d'autres termes, au volcanisme. La dorsale atlantique qui fait 10 000 km, c'est tous des volcans actifs. Et vous voyez ce qui se passe pour l'instant en Islande. Ça semble l'enfer. Et c'est un tout petit volcan, même si c'est gigantesque, dans une île qui est microscopique vis-à-vis rien que de l'océan Atlantique. Donc, c'est le réchauffement climatique qui existe, mais c'est la nature. Vous allez sanctionner la nature par hasard? Le CO2, il est polluant. Ça, c'est une bêtise astronomique, parce que je suis biologiste, donc je sais de quoi je parle.
Le CO2, c'est le gaz qui permet aux plantes de grandir, faire des fruits, de faire manger le monde entier, et ainsi de suite. Donc, il faut arrêter le CO2, vous arrêtez de respirer parce que vous polluez avec votre CO2. Ça, c'est une chose. Alors, vous voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est le populisme. Après, je vais vous répondre. Merci. Merci pour la question. Pour donner aussi un peu de temps à réfléchir, on va, et tenant compte... répondre à monsieur directement, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, on prend plusieurs questions en même temps, si ça vous convient, parce qu'il y a aussi le temps est aussi court. Donc, il y a le monsieur derrière. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Willy Aïssi. Je suis cofondateur de Endou avec Souleymane qui a parlé tout à l'heure. Et comme il a dit, notre mission, c'est de pouvoir créer une start-up qui va permettre d'améliorer l'air qu'on respire en fait dans les pays africains et aussi ici en Europe notamment. Tout à l'heure, Meg Schomburg, dans son propos liminaire, il nous a rappelé que les faits et la vérité étaient importants en lieu et place d'un narratif. Et moi, je pense qu'en dehors des faits, en plus des faits et de la vérité qui doit être dite, il y a aussi la manière dont on relate les faits. Et donc, le narratif est aussi important et la construction de ce narratif-là est importante. Tout à l'heure, Madame Kayembe, elle a parlé de la construction d'un Erasmus éventuellement entre les étudiants africains et les étudiants européens. On parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat. Moi qui suis dans ce monde-là, je sais quelle est la place en fait, des retours d'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des ponts à construire en fait, entre les entrepreneurs africains sur le continent et les entrepreneurs aujourd'hui sur le continent européen pour pouvoir permettre en fait, effectivement ce partage, ce retour d'expérience-là entre les entrepreneurs pour pouvoir permettre également de dynamiser la relation en fait, entre l'Europe et l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que les vrais ponts qui peuvent se créer, c'est à travers l'entrepreneuriat et c'est aussi à travers un développement mutuel dans ce sens-là. Alors, moi, la question que j'ai pour vous, elle est simple. Est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre agenda de politiciens ou de politiciennes des mesures en fait, qui vont être prises pour aller dans le sens de favoriser justement une collaboration entre les entrepreneurs locaux sur le continent et des entrepreneurs en fait, sur le continent pour pouvoir bâtir effectivement une relation solide et pérenne en fait. Merci. Très bien. Je vois qu'on a encore des questions. Laissons pour l'instant le temps à nos membres du panel de répondre aux questions qui ont été posées et puis on va vous donner encore une fois la possibilité. Je vous en prie, je ne sais pas qui veut commencer. Je remercie monsieur donc, pour sa remarque. Et je tiens juste à préciser qu'en effet, je ne suis pas une experte dans ce qui concerne l'écologie, mais étant donné que monsieur nous a demandé de pouvoir expliquer ou du moins de parler des enjeux de cette campagne, alors je me suis permise de parler du pacte migratoire et du pacte vert. Merci à vous. Merci. Cher monsieur, merci. Concernant... Merci, allô, monsieur. Je suis très intéressée, en fait, après, de pouvoir échanger avec vous. Voilà, c'est ce que j'allais proposer. Afin que vous puissiez m'aider à avoir encore plus de compétences concernant l'écologie. Voilà, nous devons juste clôturer ce panel dans 2-3 minutes. Désolé, Joao. Mais on a un petit café juste après après la dernière séquence de l'événement et ça va permettre donc voilà, d'approfondir et d'aller plus loin dans l'échange. D'accord ? Merci. Voilà. Je voulais quand même... Merci beaucoup. Voilà. Je voulais quand même qu'on laisse la place, le temps pour répondre à la question sur l'entrepreneuriat, que je trouve que c'est extrêmement pertinente. Donc, si vous voulez bien, et puis j'aimerais bien encore avoir donné la possibilité de poser encore quelques questions. Donc, sur la question de l'entrepreneuriat. J'ai bien compris sa question. Donc, en fait, je pense que la question porte sur le rôle que le Parlement et vous-même pensez que vous pouvez jouer dans l'encouragement de l'entrepreneuriat. Vous avez une idée, une contribution là-dessus ? Pas de réponse particulière. Alors, peut-être on laisse la... Pas de réponse particulière, mais bon, on pourra éventuellement en discuter tout à l'heure pour entendre aussi vos idées afin d'éventuellement les relayer dans notre campagne électorale. Donc, merci beaucoup.
Donc on a une question ici et une ici. Donc, est-ce qu'il y a des micros? Il y en a. Ils sont là. Merci. Ma question est, effectivement, il y a une montée du populisme qui vise un peu à restreindre les pays du Sud, donc les talents de venir en Europe. On en a parlé tout à l'heure, il y a une fuite des cerveaux, parce qu'en général, ceux qui viennent ici, ce sont nos meilleurs talents. Dans l'intérêt de l'Afrique, il ne serait pas intéressant d'avoir ce type de mesure qui va restreindre et qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus tant de personnes. Et venir en Europe n'est plus forcément une solution, qui va permettre à ces talents de rester sur l'Afrique, développer l'Afrique par des Africains, pour des Africains. Ce ne serait pas plus juste, dans notre intérêt pour l'Afrique, et un peu dans l'intérêt de tout le monde, même si leur sujet n'est pas forcément ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Merci beaucoup. Encore une question ici. Deuxième fil, là-bas. Oui, oui, je voudrais simplement... ce n'est pas une question que je vais poser. Je suis docteur Daniel Emery Dédé, je suis ambassadeur de la République centrafricaine à Bruxelles, auprès des pays du Benelux et représentant auprès de l'Union européenne. Je voudrais encourager ces grandes dames devant moi. Et tout à l'heure, on a parlé de l'implication de la diaspora dans les relations, donc la potentialisation des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Voilà un exemple. Et c'est un exemple qui vient d'elles-mêmes. On ne les a pas poussées à faire ça. Elles se sont impliquées. Et je crois que c'est ce que nous devons tous faire. Moi qui vous parle, j'ai aussi des enfants belges. J'ai aussi des enfants français, ceux qui sont nés en France. Comme j'étais plus jeune ici, j'ai fait mes études ici. Et je pense que ce sont ceux-là, effectivement, qui contribueront de manière notoire à la potentialisation des relations dans tous les domaines, soit social, économique et divers, entre l'Europe et l'Afrique de manière générale. Bravo à vous, madame, et je vous encourage et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On a une question là-bas, s'il vous plaît, et puis une dernière là-bas, et puis on clôture. Merci. Tout d'abord, merci aux demoiselles, aux dames, aux jeunes dames qui se présentent aux élections. Je vous souhaite bonne chance, que la meilleure gagne. Je veux juste apporter une petite précision. On n'a pas besoin d'être politologue pour parler de populisme, ni d'être climatologue pour parler du changement climatique. Je pense qu'on est légitime de parler de tous ces sujets en tant que citoyen. Écrire un article n'est pas un passeport pour parler d'une question, parce qu'on peut aussi remettre en question la qualité de l'article. Donc, c'était une petite précision. Ma question, c'est à vous, Madame Dorcas Kayembe. Vous allez peut-être être élue au Parlement européen, ce que je vous souhaite. Alors, si vous êtes élue, on voit une multiplication des relations bilatérales. Italie-Afrique, Afrique-Japon, Afrique-France et tout. Comment concilier ces relations bilatérales et la voix de l'Europe qui se veut unie? Comment concilier les deux et faire entendre la voix de l'Europe dans cette multiplication de rapports, de relations bilatérales? Merci. Merci beaucoup. Et une dernière question là-bas, dans la 4e file. Merci beaucoup. John Van Den Plas, je suis anthropologue à l'EFEC, une école ici pratique haute école de commerce. Je voulais juste en fait répondre en partie à la demande de Monsieur là-bas au fond concernant la diaspora et les liens qui sont faits entre l'Europe et la diaspora. Alors je travaille pas chez eux, mais il y a EUDIF et Diaspora for Development, qui est donc une structure qui est financée par l'Europe pour justement aider en fait les diasporas qui sont en Europe à reconnecter en fait avec les pays d'origine. Donc voilà, je pense que EUDIF, ça vaut la peine d'aller voir ce que c'est. Et alors aussi, je voulais dire que par rapport aux talents africains qui mettent en œuvre un tas de belles choses, on n'a pas beaucoup parlé du Bénin, qui montre à travers plusieurs projets actuellement, justement, on mise en fait sur la diaspora, qui n'est pas que béninoise d'ailleurs,
c'est une diaspora africaine qui est engagée de plus en plus dans des projets comme Semecity. De nouveau, je ne travaille pas pour ces structures, mais c'est juste pour illustrer qu'il y a des projets en Afrique avec des diasporas ou des gens de là-bas qu'on essaye de garder. Et je connais aussi des entrepreneurs africains qui ont préféré rester plutôt que de migrer. C'est aussi intéressant, mais ça dépend évidemment du cadre, je pense, politique aussi. Merci bien, merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut commencer. Nous avons une question sur le brain drain, la fuite de cerveau, si je ne me trompe pas, et une question sur comment concilier les relations bilatérales avec les relations européennes avec l'Afrique. Pour répondre, le but, c'est vraiment aussi de faire en sorte que les jeunes, surtout beaucoup de jeunes, restent en Afrique et puissent développer le continent aussi à partir de là. Et c'est ça, peut-être la mentalité qu'il y a ou que d'autres personnes ont en Afrique, de croire qu'en Europe, tout est rose et tout est bien, c'est le paradis. Et je pense que, par exemple, le pacte migratoire veut jouer sur cela en donnant des moyens pour les développements dans les pays mêmes, pour que les personnes ne puissent plus avoir ce besoin de venir en Europe, mais se développer en Afrique et créer des occasions, des occasions et plusieurs opportunités en fait pour la population africaine. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit miser et qui est le but aussi à travers, par exemple, le pacte migratoire. Merci beaucoup, Mme Dorcas. Merci. À vous la dernière parole. Je pense qu'il est nécessaire d'harmoniser le discours des 27 États membres de l'Union européenne, comme on l'a déjà vu, notamment avec le cas de la France dans le Sahel. Quand un État met en avant ses intérêts, ça a souvent un impact assez limité. Et puis, je dirais aussi que c'est l'occasion de souligner l'intérêt de promouvoir le Global Gateway, car ce dernier repose sur un socle de valeurs que l'Union européenne souhaiterait mettre à la disposition de l'Afrique. Mais cela doit se faire avec le respect de ses partenaires et en tenant compte des intérêts privés de l'Union européenne, mais aussi des intérêts privés de ses partenaires africains. Donc, lorsque l'Union européenne prend ses décisions, elle doit pouvoir, en tant qu'institution transcendante, transversale aux intérêts bilatéraux, pouvoir se positionner pour avoir de la force et peser concrètement dans les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci. Très bien. Bon, merci beaucoup pour vos interventions. Et je pense que c'est à moi l'honneur donc de vous remercier à vous tous aussi de votre présence.